Bienvenue sur la web radio Oville Lumière. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de la web radio. C'est très gentil de votre part. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. Est-ce que je peux dire votre date de naissance? C'est pas gênant? Ah non, non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Donc, vous avez 35 ans. Vous avez accompli une carrière assez honorifique, hein. Vous avez eu 5 accessions à votre actif, donc, et 380 matchs professionnels. C'est quand même... ça, je ne le savais pas, mais c'est bien, merci. J'ai pas coté, mais je savais qu'il y avait plus de 300, mais les 380, je ne savais pas exactement. Et vous avez commencé à Martigues, donc de 90 à 2000, si mes infos sont bonnes. Oui, oui, j'étais formé à Martigues, oui. Bah sinon, j'étais formé à Martigues, j'ai commencé à jouer en pro à 17 ans là-bas, en 97. D'accord. Bah, si vous voulez, vous pouvez vous présenter un petit peu. Nous, on vous connaît, hein, les auditeurs principalement vous connaissent, mais ceux qui sont un tout petit peu plus jeunes, ils ont peut-être. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu sur la web radio Voilà, bah, comme vous m'avez dit, mon âge. Donc, voilà, j'ai été 16 ans pro, on va dire, j'ai été. Ça fait maintenant, ça fait 2 saisons que je suis venu sur la Réunion. Donc, voilà, ici, comme il ne venait pas trop, j'ai dit j'ai été. J'ai joué sur Martigues, ensuite j'ai joué à Nice pendant 2 ans et demi, j'ai joué à Rouen, j'ai joué à Cannes pendant 3 ans, j'ai joué à Angers pendant 4 ans, et à Dijon pendant 2 ans. Donc voilà, j'ai fait 5 accessions, 3 de National Ligue 2 et 2 de Ligue 2 en Ligue 1. Ensuite, j'ai été une équipe de France Espoir entre 97 et 2001. J'ai vu une dizaine de sélections. J'ai été élu meilleur gardien de Ligue 2 par exemple de la France Football la saison 2007-2008 quand je jouais sur Angers. Et puis voilà quoi, voilà en gros, à peu près. D'accord. Et c'est vrai que le plus grand parcours que vous avez fait, c'était à Angers, avec 145 matchs à votre actif, dont un but. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu du SCO Angers et de votre parcours là-bas? Ben moi, le SCO d'Angers, c'est une... Bon, voilà, j'ai été formé à Martigues, c'est vrai, mais le SCO d'Angers reste le club que j'ai préféré dans toute ma carrière. Par rapport déjà à tout ce que j'ai vécu, quand on est arrivé là-bas avec ma famille en 2006, le club était en national. Il sortait d'une période difficile, il y a eu beaucoup de changements, on est arrivé en national et puis on a réussi à monter de la première saison. Et du coup, moi, c'était bien passé. Et l'année d'après, en Ligue 2, c'est là où j'ai été élu meilleur gardien de Ligue 2, tout ça. Donc voilà, c'est des moments qui restent. Et puis j'ai eu toute ma période sur Angers. La dernière saison, c'était un petit peu plus délicat. Du soutien de tout le monde, de la ville, du club, de tout le monde. Donc c'est vrai que c'est un endroit que j'ai et qu'on a apprécié avec ma famille. Et le club, c'est celui où j'ai passé les meilleurs moments. D'accord. Et vous avez mis un but aussi Non, alors non, ça non. D'accord. Non. Moi, j'ai vu ça la fois aussi, comme quand j'ai mis un but, mais pas trop mon camp peut-être. J'étais assez agréablement surpris. Pour un gardien, c'est bon, c'est assez. J'ai vu ça la fois aussi, comme ça. Non, comme j'ai dit, peut-être contre mon camp, oui, sûrement, ça a dû arriver, il n'y a pas de souci. Mais de l'autre côté, non, j'ai déjà du mal à courir jusqu'au milieu du terrain, donc je me voyais mal monter de l'autre côté là-bas. C'était trop long. Et maintenant, qu'est-ce que vous faites maintenant? Je sais que j'ai vu sur une interview que vous êtes parti à l'île de la Réunion pour entraîner des jeunes gardiens. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de ce que vous faites maintenant En fait, après ma dernière saison à Dijon, c'était fini un petit peu un coup de poisson, on va dire, j'ai eu des opportunités c'était en juin 2012, j'ai eu des opportunités pour retourner pour retrouver des clubs, soit en Ligue 2 en national. Mais bon, j'avais envie et ce besoin de couper, comme je vous avais dit, j'ai été pro pendant 16 ans, sans arrêter ni rien, donc c'est vrai que c'est quand même assez usant, assez fatigant.
même si on connaît beaucoup de joie. C'est plus de joie que de fatigue d'ailleurs, mais c'est vrai que c'est assez usant. Donc j'avais ce besoin de couper et cette envie, donc voilà, j'ai refusé pas mal d'opportunités. J'ai été parti aux États-Unis en février 2013 pour effectuer des essais et tout ça avec la MLS, donc voilà, j'étais parti, c'était très bien passé. Mais bon, j'avais pas pu signer. Et j'ai été contacté ici donc à La Réunion en mai 2013 pour venir jouer donc ici à Saint-Pierroise et puis en même temps pour entraîner les gardiens et tout ça. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Et du coup, j'entraînais les gardiens et je jouais ici. Voilà, donc depuis 2 saisons maintenant, voilà. Donc là, comme les saisons ici sont de mars à novembre, la saison donc s'est finie en novembre dernier. Là, donc moi, j'ai refusé des opportunités ici pour reprendre le foot ici parce qu'on a l'intention de revenir en métropole et de retrouver des phalanges et des projets en métropole. Donc du coup, voilà, j'ai préféré refuser des opportunités d'ici pour être libre de faire ce que je veux, on va dire, en juin prochain pour la métropole. D'accord. Et vous avez fait des essais à Philadelphia et Orlando. Voilà. Ouais. Et Orlando. Orlando. On était logés à Orlando. Tous les débuts de saison, en fait, là-bas, ils organisent un grand tournoi qui appartient à Disney, donc c'est un truc immense, où il y a 8 équipes de MLS qui se rejoignent. Et donc il y avait Orlando, Philadelphia, il y avait, je ne me rappelle plus qui il y avait, mais il y avait des 8 équipes de la MLS. Et donc du coup j'avais pu faire des matchs avec eux, des essais avec eux, tout ça, et donc c'était un super moment. Et loin de ce qu'on peut imaginer et qu'on peut entendre ici, quoi. C'est des grands professionnels avec de belles structures et vraiment des grands supporters et tout ça, donc du coup ça n'a rien à voir avec un très bon niveau. Maintenant, avec ce qui peut se dire et ce qu'on peut entendre ici. D'accord. Et vous avez dit que ça a fini un peu en queue de boudin avec Dijon. Vous avez fait 38 matchs avec Dijon. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus Oui, il n'y a pas de souci. On est sorti du milieu pro, donc c'est fini les langues de bois. C'est vrai que quand on est dans le milieu, on a toujours ce besoin et cette obligation on va dire, d'arrondir les angles, donc c'est vrai que là, je peux vous en parler, il n'y a pas de souci. Donc je suis arrivé à Dijon en 2010, par Carteron qui était entraîneur là-bas et que moi je connaissais bien parce que j'avais joué à Cannes avec lui, qui voulait me recruter quand il était à Cannes, lui, moi j'étais à Angers, quand il était à Dijon, voilà, bon, c'est quelqu'un que je connaissais très bien. Donc j'ai fait tous les matchs là-bas. On est monté en Ligue 1. Voilà, j'étais l'un des plus vieux, on avait une moyenne d'âge de 22-23 ans, on était très jeunes, il y avait des Béthérac, des Cormier, tout ça, qui étaient très jeunes. Et donc voilà, je faisais partie des anciens. D'ailleurs, j'étais la seule recrue sur 15 recrues à avoir déjà joué en Ligue 2. Et tous les autres n'avaient joué qu'en national, donc j'étais le seul à avoir déjà joué en Ligue 2. Et donc voilà, on a fait la saison, on est monté en Ligue 1. Donc ça se passait très bien. On m'avait proposé en pleine saison comme quoi j'allais prolonger, partir titulaire en Ligue 1. Mais bon, il n'y avait aucun souci, donc bon, moi j'étais content, partir en vacances tranquillement. Au retour de vacances pendant la préparation, donc j'avais eu les rendez-vous avec le président, avec Carteron. Voilà, on s'était mis d'accord, il n'y avait aucun souci, tout était bon, avec mon agent de l'époque, tout était ok. On attendait simplement la signature. On a joué le premier match contre Rennes. Tout le monde est passé au travers, que ce soit moi et toute l'équipe. On a perdu 5-1 à domicile. Et donc du rendez-vous avec le président et le coach, je vous parle de ça, c'était une semaine avant le match de Rennes. D'accord. Et donc on fait le match de Rennes, on perd 5-1. Et dès le mardi, en fait, j'apprends que je suis de côté. Je ne joue plus. Donc voilà, c'était assez brutal. Comme ça d'un coup. Donc c'était dur à avaler parce que moi je suis quelqu'un d'entier et qui faisait, on va dire, un petit peu trop confiance facilement. Donc voilà, je me suis fait avoir sur le coup là et voilà, donc c'est pour ça que je dis que le côté usant est toujours là, même quand on dit des belles choses, toujours usant. Voilà, il s'est passé ça, ce qui fait que je me suis retrouvé sur le banc. Et donc j'ai fait mon truc tout ça et de 4-5 matchs sur le banc,
où d'ailleurs on prenait encore beaucoup de buts, et j'étais le premier à défendre René qui avait pris ma place, à le défendre devant le groupe parce que tout le monde lui tirait les oreilles. J'étais le premier à le défendre, parce que je lui en voulais pas lui particulièrement, j'étais plus déçu de Carteron, mais bon après dans le milieu on peut comprendre qu'on n'a pas de cadeau à faire. Maintenant moi, j'étais plus dans cet état d'esprit-là, et donc j'avais rien à voir contre René. De quatrième sur le banc, je me suis retrouvé troisième gardien. Et donc, bon, je m'entraînais normalement. Au mercato, ils ont recruté un autre gardien qui venait par rapport à leur thérapeute gourou, Stéphane Renaud, je crois qu'il s'appelait. Donc, du coup, voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, à partir du mois de janvier, j'ai pris moi la décision tout seul, sans personne, de demander au club de m'entraîner avec la CFA2 du club, quoi, pour éviter les embrouilles, pour éviter les mises à l'écart pendant les entraînements, pour éviter d'être celui qui ramasse les coupelles à la fin des entraînements, voilà, pour éviter ça. Après ce que j'avais vécu là-bas, la montée en Ligue 1 historique, le rapport que j'avais avec les gens et avec les autres joueurs, je devrais moi me mettre tout seul en CFA2 pour continuer à prendre du plaisir dans ce que j'ai toujours su faire, et voilà, moi le foot a toujours été une passion. Donc j'ai préféré me mettre moi à l'écart directement à partir de janvier, en signant un papier comme quoi je ne les attaquerai pas, je partais de moi-même en CFA2, je n'avais aucun problème avec eux. Donc voilà, j'ai fini les 6 mois avec la CFA2. Très très bien, parce que voilà, il y avait des jeunes et j'aimais ce côté où je pouvais aider, j'étais très proche d'eux. Ça se passait très très bien avec les dirigeants, qui sont d'ailleurs maintenant les dirigeants de la première en Ligue 2. Donc voilà, ça s'est fini un peu comme ça, et du coup, avec ce parcours-là, bon voilà, c'est un petit peu tout ça qui a été usant, mais qui fait que j'ai préféré à un moment donné après couper un peu pour me ressourcer, quoi. Voilà. D'accord. Et au mercato d'hiver 2012-2013, j'ai lu sur une interview que vous avez refusé plusieurs clubs. Est-ce qu'on pourrait savoir juste les noms, enfin, pas obligé. Ouais, après moi c'était pas voilà, c'était des clubs de national, parce que moi je dis j'ai jamais été non plus à la recherche de l'excellence, quoi. Après moi je veux dire, j'ai fait 1 ou 2 matchs en Ligue 1 avec le Nice à l'époque aussi. Je veux dire voilà, peut-être que le niveau de Ligue 1 était trop haut pour moi, voilà, on ne pourra jamais savoir, puisque bon, j'ai pu faire un match ou deux, donc voilà, j'étais pas non plus là avec des prétentions de fou. Et j'avais un club, voilà, après je me rappelle plus trop, mais je sais que je devais avoir un niveau avec le président du Paris FC. À l'époque, j'avais un niveau avec le président du Paris FC parce que l'entraîneur des Gaules, c'était Michael Bouli. Michael Bouli, c'était le deuxième gardien qui était avec moi quand j'étais sur Rouen. Donc du coup, voilà, il cherchait un gardien à l'époque, et je devais y aller dès le lundi, on avait pris un rendez-vous pour le samedi. Et puis au fil des jours, bon, voilà, je sentais moins la chose, de moins en moins, et du coup j'avais refusé le rendez-vous, qui fait que j'avais refusé ce club-là, le Paris FC, en 2012-2013, là, et maintenant, ben, ouais, ils sont déplacés. D'accord. Le club de Martigues est votre club formateur. Maintenant, il évolue à la 18e place du classement. Enfin de national. Quel est votre avis sur Martigues maintenant? Martigues maintenant, ben voilà, c'est Martigues. Ils sont en CFA, ils vont sûrement monter. Là, bon, moi j'ai encore beaucoup de rapports avec eux. J'ai encore souvent leur entraîneur Franck Rie au téléphone, des personnes au téléphone. Donc du coup, je suis le club parce que voilà, c'est mon club formateur, on va dire. Mais les dernières années où justement je devais, quand je me suis retrouvé justement au chômage, en 2012, on habitait sur Toulon. Parce que ma femme est toulonnaise, donc on habitait sur Toulon. Et je m'étais proposé, moi, de jouer à Martigues, on va dire, entre guillemets, gratuitement, pour continuer à garder la forme et voilà, parce que c'était mon club et que j'étais pas loin. Et on me l'a refusé, donc du coup, voilà, je vais quand même un petit côté amer par rapport à tout ça, parce que c'est vrai que, on se plaint toujours que les clubs râlent, que les mecs qui sont formés au club, ils oublient vite, mais bon, moi, je veux dire, j'ai voulu retourner là-bas, j'ai vécu des belles choses avec Martigues. C'est grâce à eux que j'ai fait une carrière comme ça. Je me propose d'y aller gratuitement, voilà, parce que j'ai touché mon chômage, voilà, je me proposais d'y aller gratuitement parce que ça me faisait plaisir et j'étais plus dans ce côté-là. Et
bon, ça m'a été refusé, alors moi je me dis, mais quoi, quand même, alors c'était 5 montées, 380 matchs en pro, je sais pas, je me disais que ben, pour un club de CFA, j'aurais pu rendre service, mais bon, voilà, donc du coup, c'est pour ça que je suis un petit peu mauvais, ça, après c'est peut-être l'ego qui parle, mais ça m'a fait un petit peu bizarre, donc voilà, c'est un club qui quand même, je m'intéresse, il y a des personnes qui sont à la tête, là, enfin, on parle de Priou, de Franck et de Jean-Philippe Métina, tout ça, l'affaire des gardiens, qui sont des bonnes personnes, donc du coup, par rapport à eux, il n'y a aucun souci, je veux dire, pas de problème, mais c'est plus, voilà, par rapport à tout ça qui fait que j'ai un petit peu de regret sur ça, qui fait que, bon, voilà, c'est mon club de cœur, mais je suis quand même déçu par rapport à ce que je disais. Tout à fait. Et c'est vrai qu'autant pour moi, là ils sont en championnat de France amateur, hein, suite à la Oui, suite à la 18e place. Ils risquent de monter, là, ils sont premiers, là, j'espère, ouais. J'espère qu'ils vont monter, ils sont premiers, là, ils ont gagné un match important samedi. Donc là, j'espère qu'ils vont monter pour, voilà, parce que c'est, la place de Martigues est quand même dans le monde pro, quoi. Moi, je les ai connus en Ligue 1, par rapport à ma formation et tout. Bon, voilà. Moi, comme je suis parti de Martigues, ben, on venait juste de monter en Ligue 2, tout ça, donc voilà, leur place est plus là-haut que là, donc. Il y a eu une période un petit peu comme souvent les clubs de doute, de disette, où il faut un peu reprendre les choses à zéro, donc je pense qu'une fois qu'ils vont remonter, ils vont pouvoir refaire de belles choses, quoi. Tout à fait. C'était en 2011-2012, c'est vrai, la 18e place au championnat national. La présidence avec Michel Bérard, est-ce que vous vous en souvenez un petit peu de monsieur Michel Bérard? Oh, Michel Bérard, je me rappelle de lui qui était président quand le club était en Ligue 1. Voilà. Après moi, je ne l'ai pas eu en tant que président parce que moi j'étais au centre de formation, donc je l'ai eu bien sûr en tant que président, mais à partir du moment où je suis monté en pro, c'était plus lui le président. Enfin, je me souviens peut-être une année, la première année en 97, mais je me rappelle de lui. D'accord. Et c'est vrai que vous avez pu côtoyer aussi des joueurs, déjà vous êtes un joueur de qualité aussi, mais vous avez côtoyé aussi des joueurs aussi de qualité, dont Patrice Evra. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de Patrice Evra? Patrice, moi je l'ai connu donc, à Nice en 2000, l'année où il est arrivé. Il est arrivé de l'Italie. Donc il est arrivé sur le terrain, bon, ça faisait 2 mois qu'on était ensemble, on avait la préparation de ça, c'était le matin du combat, il était arrivé sur le terrain avec les lunettes de soleil, la belle veste en cuir, donc bon, déjà on s'est dit qu'est-ce qu'il fait. Mais voilà, au fil du temps, quand on commence à le connaître, c'est quelqu'un qui dégage, on va dire, des choses un petit peu négatives par rapport à tout ce que maintenant les gens connaissent de lui. Mais moi, pour avoir côtoyé pendant 2 ans et demi, c'est quelqu'un qui se défonce pour le groupe, qui se défonce pour l'équipe, qui va toujours dans le sens du club et des joueurs, et qui n'a pas peur de prendre des coups pour le bien de l'équipe. Après, moi, je ne cautionne pas non plus certaines choses qu'il a fait, après on ne peut pas tout savoir non plus de ce qui s'est passé, pas passé, mais voilà, moi, pendant 2 ans et demi avec lui, 2 ans, parce que lui après il est parti pendant 2 ans, c'est quelqu'un qui a toujours été droit avec tout le monde. Moi, je me rappelle, on passait des moments ensemble avec toute l'équipe et tout. Il était assez calme au début quand il est arrivé dans le vestiaire. Il parlait pas trop ni rien. Après, au fil du temps, bon, voilà, il a commencé à se révéler. Qui fait quoi, mais il a toujours été dans le sens du club, dans le sens de l'équipe. Il n'a jamais défendu personne. Et voilà, c'est ce qui fait aussi peut-être qu'il y a une certaine image qui se met en place parce que, on est plus dans la défense de son équipe, de tout ça, et que voilà, quoi. Donc voilà, après moi, tout ce qui après il s'est passé, tout ça, voilà, comme tu dis, il y a des choses que moi je cautionne pas, ou que voilà, après chacun fait ce qu'il veut, c'est comme il veut, mais par rapport à ce que moi j'ai connu, voilà ce que je peux en dire, quoi. D'accord. Maintenant, comme vous avez dit tout à l'heure, vous recherchez un club pour entraîner ou pour jouer aussi en club? Alors là, au fur et à mesure du temps, je suis plus sur entraîner. Parce que voilà, j'ai 35 ans, je sais que je peux encore jouer, tout ça. Mais c'est vrai que le projet d'entraîner, parce que, pas vous cacher, voilà, j'ai des touches déjà qui arrivent, et on me propose aussi d'entraîner. C'est des choses qui me plaisent parce que, voilà, moi j'ai toujours été dans ce côté partage, dans ce côté valeur, dans ce côté esprit d'équipe, mais tout en étant compétiteur. Donc du coup, voilà, j'ai envie de mettre ces valeurs en place et de pouvoir le faire. Donc c'est vrai qu'en étant joueur, on est toujours quand même un peu obligé de s'adapter à
des fois s'adapter à des choses et on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et c'est tout à fait normal parce que quand on est joueur, on est obligé d'être au même niveau que tous les autres. Moi, même si je signe dans un club en tant que joueur de DH ou de CF2, je suis au même niveau que les autres. C'est pas parce que j'ai fait que 380 matchs en pro que je suis obligé de me prendre pour quelqu'un d'autre. Donc il n'y a aucun passe-droit possible, et puis aucun passe-droit que je voudrais non plus. Donc voilà, et c'est vrai que là je suis plus dans le fait d'arriver à mettre en place des valeurs qui se sont perdues et qui moi m'ont fait vivre, c'est-à-dire la passion, le plaisir de partager, le plaisir d'avancer, tout en étant dans la compétition et dans des projets quoi. Moi quand les présidents, les clubs disent ou annoncent leur ambition pour la saison, moi je veux dire je comprends pas trop. Par rapport au fait que quand on est joueur professionnel, ou même amateur, ou même quand on va jouer à la pétanque, ou même quand on va jouer au poker ou n'importe quoi, on a toujours ce besoin de gagner, sinon on ne joue pas. Donc quand on est joueur professionnel, quand on rentre sur un terrain, donc je dis professionnel ou amateur, quand on rentre sur le terrain, c'est pour gagner. Il n'y a pas de ouais, mais si on perd, c'est pas grave. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais on est maintenu à 15 journées de la fin, on ne joue plus rien. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que annoncer un maintien ou quoi que ce soit, pour moi, c'est pas possible. Voilà. Moi, voilà, je suis plus dans l'état d'esprit d'entraîner maintenant les gardiens, une équipe, plutôt que de jouer, parce que j'ai ce besoin, cette envie de transmettre ce qui m'a été donné et aussi ce qui se perd ces derniers temps dans le football. D'accord. Et j'ai lu aussi dans une interview sur footmercato.net, je crois, vous avez aussi déclaré dans une interview que les valeurs dans le football, malheureusement, se perdent. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur... Oui. Ouais, donc comme je disais, c'est par rapport au fait que moi, donc voilà, j'ai eu la chance de commencer très tôt, entouré de, on va dire, comme on dit un peu dans les jargon du foot, de papa, quoi, de personnes matures, professionnelles, où voilà, à Nice, quand je suis arrivé là-bas, il y avait Bruno Valanconi, José Cobos, Daniel Bravo, Marco Grassi, Mani Noguera. D'abord, il fallait quand même s'adapter, t'as Didier Angam, il y avait des messieurs. Et donc, du coup, voilà, c'est des gens qui étaient très humbles et qui étaient très à l'écoute, mais que nous, on respectait. Et j'ai vu au fil du temps, on va dire dans les années 2005-2006, où il y a, comme il dit dans l'article, les Ben Arfa, les Nasri, les Ben Demacha ont commencé à se révéler. Bon, qui d'ailleurs sont des très bons joueurs, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais qui ont été, à mon avis, après voilà, un peu trop mis en avant par rapport à des salaires, par rapport à des médias, qui font que les générations d'après ont commencé à penser que c'était ça le football. C'est-à-dire que on allait faire 2 passements de jambes, on allait mettre 3 buts, ça y est, on était des joueurs confirmés, on avait besoin de demander 10 000, 20 000 euros, et que pourquoi les autres ils prenaient autant et que non, alors qu'ils avaient mis 3 buts en 2 matchs. Voilà, c'est tout ça qui ont fait que le football a perdu un peu de ses valeurs et de son charme. C'est-à-dire qu'en plus, les jeunes ou les moins jeunes, enfin, je cible personne, mais on commençait un peu à moins se remettre en question par rapport au fait qu'il y avait tellement d'argent, tellement de clubs, tellement de choses qui fait que si jamais ça marchait pas dans un club, ils pouvaient se dire que c'était pas leur faute à eux s'ils ne jouaient pas, c'était la faute des coachs, la faute des présidents, la faute des supporters, la faute de la famille, mais pas la faute à eux. Et ce qui fait que après, c'est à cause de ça qu'il y a eu beaucoup de transferts, beaucoup de joueurs qui se retrouvent sur le carreau, beaucoup de problèmes avec les témoins. Il y a eu tout ça qui fait que, voilà, moi je le ressens comme ça, je l'ai ressenti comme ça. Et ces valeurs-là, à mon avis, qui sont perdues. Moi j'ai toujours fait du foot par passion, par plaisir, voilà, de partout où je suis passé, ça s'est bien passé avec les supporters, avec tout le monde, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le gardien. Ça, après, ça, chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais j'ai toujours été apprécié, j'ai toujours apprécié les gens, j'ai toujours su écouter, j'ai toujours été proche des gens parce que on fait que du foot, quoi. Je veux dire, on n'a jamais sauvé des vies, quoi que ce soit, on fait du foot. On n'a jamais, voilà, je veux dire, il y a des gens qui nous économisent un an pour se payer des abonnements, pour se payer un maillot, pour se payer des choses, qui vivent que pour ça, qui se payent des trajets de folie. Et je veux dire, je conçois pas le fait qu'à la fin de match, on n'aille même pas saluer les supporters, qu'on n'aille même pas donner un maillot alors qu'il ne faut pas cacher les choses. Quand on est joueur professionnel, on a à chaque fois un maillot par match, on a à chaque fois 50% sur les maillots, on a à chaque fois tout ça, quoi. Donc il faut arrêter, voilà, de dire non, je peux pas, non, je peux pas, non, je peux pas. On peut, après c'est sûr qu'on peut pas donner à tout le monde. Et voilà, donc c'est choses-là qui m'ont dérangé par rapport au fait qu'on est personne. On est des footballeurs, oui, on a la chance de vivre
rapport à signer des autographes, à faire des photos, tout ça, mais il faut pas oublier qu'on est personne, quoi. On est footballeur, voilà, comme des milliers de personnes. On a la chance de vivre en haut, on a la chance de gagner de l'argent, et c'est pour d'autant plus qu'il faut respecter tout ça, parce que les temps ils sont de plus en plus durs, et il y a de plus en plus de personnes qui ont demandé de l'argent, et donc du coup c'est encore plus pour ça qu'il faut respecter les gens, et qui fait que c'est ces valeurs-là que moi, ça fait que j'ai eu ce besoin de couper, parce que quand moi j'étais à Dijon et qu'on gagnait des matchs à l'extérieur, j'ai un souvenir de matchs à Vannes, où il y a des gens d'une soixantaine d'années, ils sont quatre, ils font un déplacement de 10 heures de route pour venir, 10 heures pour retour, on gagnait là-bas 4-1, nous on est parti en avion privé le matin, on retourne le soir, ils étaient là-bas, on a gagné 4-1, on est deux à aller les saluer, à donner des maillots. Je veux dire, ça c'est des choses qui pour moi sont inadmissibles. Dans le milieu du foot, c'est du sport, quoi. C'est une passion, c'est de l'échange. Si on en est là, c'est grâce aux supporters, c'est grâce aux médias, c'est grâce à tout ça, à beaucoup de travail, mais c'est grâce à tout ça. Et ces choses-là, ça me supporte. Parce que ces gens-là, au retour, pendant que certains étaient en train de boire un coup et faire la fête en boîte, eux, ils étaient peut-être arrêtés à une station essence en train de boire un café parce qu'ils avaient encore 5 heures de route. Donc voilà, c'est des choses comme ça qui, moi, me gardent. Et qui fait que j'ai besoin de retrouver ces valeurs-là. Et j'ai besoin de mettre ces choses-là en place. Je vais rester là. Je ne vais pas changer le monde, je ne vais pas changer le football tout seul, c'est impossible. Mais si je peux le mettre en place petit à petit et prendre du plaisir et que mon équipe dégage ces choses-là et cette passion-là, j'aurais gagné des choses déjà même par rapport à mon bien-être à moi parce que j'ai envie. Voilà. Et petit à petit, je pense qu'il faut que ça revienne et que ça va revenir parce que les présidents se rendent compte que ça a été trop loin et qu'il y a cette image à remettre en place qui fait que voilà, peut-être que l'Euro 2016 arrive au bon moment, qui fait que tout le monde va revenir, va se réinstaller. Mais voilà, c'est ces choses-là qui fait que moi, ces valeurs, ça me dérange et c'est ces valeurs-là que j'ai envie de retrouver. D'accord. Mais en tout cas, on vous sent très motivé les auditeurs, il y a des auditeurs qui réagissent sur le chat. Ils sont aussi comme vous, quoi. On est une radio, on est une radio avant tout sur l'actualité du Paris Saint-Germain. Donc il y a une question. Désolé mon accent, mais je sais pas. Non, mais c'est pas grave. Il y a à noter qu'on peut dire bonjour aussi à Stéphane Porato. Donc Stéphane Porato est consultant aussi sur la web radio Aux Villes Lumière. Donc pour l'instant il est en vacances, donc bonnes vacances à lui. Ouais, je l'ai eu hier, je lui ai dit justement que je faisais tout ça et que voilà, j'ai fait tout ça, il m'a dit il était content de tout ça et donc il était au courant et donc on est comme ce bonjour, bien entendu quoi. Voilà, merci. J'ai une question à vous d'un auditeur en fait. Qu'est-ce que vous pensez du Paris Saint-Germain de cette saison Alors, pour faire plaisir à mon ami Grégory qui est de Porto Vecchio, je vais dire que c'est une équipe fantastique et qui mérite vraiment d'être là où elle est et tout ça. Je suis désolé parce que je sais que dès que je vais rapprocher, il va me chambrer. Mais c'est une pure partie, donc c'est pour ça que je dis ça. Moi, voilà, Paris, je pense qu'il n'y a rien à dire là-dessus, quoi. Ils sont un étage bien au-dessus et ils sont là où ils doivent être. Maintenant, c'est pas parce qu'on a de l'argent, parce qu'on a des grands joueurs qu'on réussit forcément. Donc voilà, je pense que par rapport au championnat de France, c'est dur à dire d'un côté, à comprendre d'un autre, parce que quand on est joueur d'un certain niveau, d'un tel truc, on a toujours ce besoin de vivre des grands matchs comme ça et tout. Donc voilà, l'année dernière, ils ont dominé le championnat. Donc voilà, il y a peut-être un relâchement qui est fait par rapport à tout ça. Et l'objectif, certainement la Ligue des Champions, ça c'est pas caché. Donc voilà, après, mentalement, on peut réaliser des exploits contre des équipes comme Chelsea et peut-être passer au travers de certains matchs en Ligue 1. Et voilà, ça se comprend par rapport au fait des joueurs qu'ils ont et tout ça. C'est comme on dit maintenant, voilà, c'est une grosse machine et qui fait que je pense que pendant des années, ça va être compliqué de rivaliser. Mais moi, par rapport au montée que j'ai fait, j'ai toujours été dans des clubs, on va dire, outsiders. C'est-à-dire que quand on est monté avec Cannes, j'ai avec Rouen, avec Dijon, on était des petits clubs, on va dire, avec des budgets. Et on a réussi à instaurer un état d'esprit qui fait que on arrivait à battre des équipes que normalement on n'avait jamais dû battre. On arrivait à un état d'esprit. Et pour moi, le foot, c'est, oui, le terrain, mais c'est avant tout les vestiaires. C'est avant tout les vestiaires, c'est avant tout l'état d'esprit, le fait de se dire les choses et tout ça. Et donc, une équipe comme Paris Saint-Germain,
à des grands joueurs, il n'y a pas de souci. Mais pour les matchs de Ligue des Champions, ils vont peut-être arriver à se surpasser et à dépasser les choses qui font que, voilà, parce que c'est des niveaux internationaux. Mais au niveau national, ben, il y a peut-être ce côté, voilà, il y a ce manque de d'envie, je sais pas comment le dire, mais ce manque de truc qui fait que il y a peut-être des coups de moyen bien, mais qu'à un moment donné, s'ils vont devoir passer la seconde, ils la passeront, quoi. Et c'est pour ça que des clubs comme l'OM, comme Lille, comme Lyon, qui, malgré tout, sont des grands clubs, mais qui ont beaucoup moins d'argent, ont peut-être réussi à instaurer cette mentalité, à se mettre contre le Paris Saint-Germain. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui fait que, tiens, on va montrer aussi qu'avec une certaine mentalité, on va pouvoir les rivaliser. Donc du coup, c'est ce qui fait que, ben voilà, ça marche comme ça et que ça se serré. Maintenant, moi j'espère, je vous dis que l'OM sera un champion. Voilà, parce que moi je suis Marseillais, j'espère. Mais je pense qu'un club comme Paris Saint-Germain, si à un moment donné ils doivent passer la seconde, ils la passeront et après, bon, voilà, ils peuvent arriver à ce qu'ils veulent par rapport aux joueurs qu'ils ont et à une certaine mentalité qu'ils peuvent avoir. D'accord. Et est-ce que vous pensez que le PSG, comme on parlait de la Ligue des Champions, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent la remporter? Ça va être un peu, c'est un projet aussi ambitieux, mais bon, mais cette année c'est peut-être juste quand même encore pour cette année. Mais est-ce que vous pensez que sur la durée ou ils peuvent la remporter? Oui, je pense parce que là on arrive à un niveau où voilà, tout le monde se voit prêt. On joue sur certains matchs. Là, comme Chelsea, il y en a plein qui les voyaient tout ça, donc on peut aller faire de là-bas à 10. Donc je veux dire, c'est fantastique et c'est ce que je dis par rapport à une certaine mentalité. Peut-être qu'en Ligue des Champions, ils ont une mentalité qui fait que ils se sentent peut-être inférieurs aux autres. Donc du coup, ils vont peut-être décupler ce côté-là. D'ailleurs, je le lis par rapport à ce qui s'est dit par rapport à Mourinho, qui leur a manqué de respect, ce qu'ils disent, ben voilà, ils se sont fait de ça pour arriver à trouver les ressources qui font que, ben voilà, ils se sont battus contre le club, mais contre aussi les paroles et une certaine, ce qui s'est dit contre eux. Et ce qui fait que maintenant, à ce niveau, ils pourront se servir de ça aussi, sur cette mentalité qu'ils ont réussi à faire, et en plus de leur qualité footballistique. D'accord. Et est-ce que vous pensez aussi, on parle un petit peu du centre de formation, l'OL a beaucoup de joueurs issus du centre de formation et qui sont vraiment brillants. Hein. Est-ce que vous pensez que le Paris Saint-Germain peut sortir encore des joueurs du centre de formation et qu'ils puissent avoir une place en Ligue 1? Alors après, il faut d'abord reprendre la question du côté est-ce qu'ils veulent? Parce que là, après, c'est autre chose. Est-ce qu'ils veulent en sortir? Parce que vu les ambitions et les projets qu'ils ont, est-ce qu'ils veulent en sortir pour en faire des stars, des cadres et des joueurs incontournables? Ou est-ce qu'ils veulent en sortir pour récupérer quelques sous ou des choses comme ça? Ou pour avoir une petite vitrine et tout. Après, voilà. Est-ce qu'il y a la question aussi qui se pose du fait que, voilà, en sortir, ils peuvent. Il n'y a aucun problème. Car Paris, l'argent, la qualité, ils ont sorti des centaines, ils continueront à en sortir. Maintenant, par rapport au niveau où ils sont, est-ce qu'ils veulent en sortir pour en sortir ou est-ce qu'ils veulent en sortir pour en faire des stars et pour en faire des cadres? Là, par contre, c'est peut-être différent. À l'instar de Lyon, qui en sortent et qui les font briller. Peut-être que Paris n'est pas dans cet état d'esprit-là en ce moment par rapport au fait qu'ils ont des ambitions très très hautes en si peu de temps. Ils ont des ambitions très très hautes, là, c'est arrivé sur le tard quand même. Donc voilà quoi. Sortir des joueurs, ils vont sortiront. Il y en a encore qui intégreront le groupe, il y en a encore qui joueront. Mais est-ce qu'ils vont s'installer en tant que garde ou tout ça, ou est-ce que voilà, ce sont toujours peut-être des joueurs qui seront mis sur la sellette, on va parler qu'ils vont partir pour gagner du temps de jeu, tout ça, donc voilà, ça en sortir, ils en sortiront, je dirais aucun souci par rapport à ça. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez, là c'est une question d'un auditeur, qu'est-ce que vous pensez de Salvatore Sirigu? Ouais. J'ai lu l'interview de Lama, alors peut-être c'est pour ça que j'ai la question. Je sais pas, moi après, à partir d'un moment où le gardien il est là, il a été champion de France, je veux dire, je crois qu'il a été élu le meilleur gardien, je crois, ou enfin dans les classes, comme ça avec l'année dernière, je ne sais pas trop fait garde, mais ouais, il y a des trophées non individuels, il a une équipe internationale italienne, je dirais en Italie, pendant 2 ans et demi, j'ai travaillé avec une Italienne à Nice, c'est rigolo, quoi, donc il y en a des gardiens, hein, donc je pense que s'il est là-bas, c'est qu'il mérite. Ils sont encore qualifiés en Ligue des Champions. S'ils y sont, c'est que je pense qu'il a fait les arrêts qu'il fallait aussi. Donc je pense qu'à un moment donné, c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'on aime le gardien ou qu'on n'aime pas le gardien par
si le Paris Saint-Germain en est là, c'est aussi en grande partie grâce à lui, quoi. Donc voilà, après on peut toujours discuter, il y a toujours mieux ailleurs, il y a toujours moins bon ailleurs, on peut toujours recruter mieux, on peut, voilà, mais bon, en ce moment, le PSG, ces enfants-là, c'est en grande partie grâce à lui. Donc, il n'y a même pas besoin de discuter sur ça ou quoi que ce soit, quoi. On a demandé, disons, Gavias, c'était le meilleur ami du monde. Alors, maintenant, il s'est fait cracher dessus et tout ça. Donc, je veux dire, là, le Paris Saint-Germain, à l'instant T, ils en sont là, c'est en grande partie grâce à lui et donc, il n'y a rien à dire par rapport à tout ça, quoi. D'accord. Et quel joueur vous a plus impressionné tout au long de votre carrière, lui qui a plus impressionné en fait? J'ai jamais été, on parlait justement autrefois avec mon ami, j'ai jamais été, comment dire, entre guillemets fan ou idole de quelqu'un. J'ai jamais, voilà, j'ai toujours aimé le foot, tout ça, mais même à l'époque, voilà, que ce soit, moi j'étais à l'époque de Barthez, Neta, tout ça, j'ai jamais été fan de qui que ce soit. Donc, même pendant ma carrière, j'ai jamais fait attention à qui pouvait m'impressionner le plus, quoi que ce soit. On se méfie de certains joueurs parce qu'on les rencontre souvent. On se méfie de certaines personnes, quoi, parce que ben, voilà, ils ont des bonnes stats. Mais je veux dire, j'ai jamais été fan ou impressionné ou quoi que ce soit par qui que ce soit, quoi, parce que non, on est dans notre match, on est dans notre truc. J'ai jamais été dans cette optique-là. Donc après, je vais me rencontrer de bons. Mais après, le foot, ça va tellement vite qu'il est bon une année, il est moins bon l'année d'après, il est là. Donc, j'ai jamais été dans ce truc-là, quoi. Tout à fait. Peut-être une question d'un auditeur, une dernière question. C'est un gardien que vous avez côtoyé, Kevin Olampo. Il a joué à Bordeaux, ouais, je crois. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de Kevin Olampo? C'est lui qui pose la question ou c'est une question d'un auditeur? C'est une question d'un auditeur, donc Kevin Olampo nous écoute. Ah, ok. Bon, ben écoutez, moi, par rapport à Kevin, c'est vrai qu'on a eu des mauvais rapports. Ça ne va pas le cacher. Moi, ce que je peux lui reprocher, c'est que il est arrivé avec un état d'esprit, on va dire, qui n'était pas l'état d'esprit du SCO d'Angers. Donc le SCO d'Angers, en fait, moi, c'est arrivé et ça faisait 3 ans qu'on y était. On avait réussi à mettre un état d'esprit qui fait que, voilà. Et il est arrivé avec un état d'esprit qui n'était pas... alors moi, le club ne me détient pas, ne me détenait pas, il ne me détiendra jamais, ni rien. C'est pas moi qui me fichais, ni rien. Mais voilà, avec un état d'esprit qui n'était pas dans le même que ce qu'on avait réussi, parce que je dis qu'on avait, parce que ben, c'était ce qu'on avait réussi à faire depuis les 3 années, qui n'était pas dans le même état d'esprit. Donc du coup, voilà, il y a un froid qui s'était mis. Moi, je suis quelqu'un d'entier. Et que ce soit dans le foot ou dans la vie, je veux dire, voilà, que je m'en fous que ce soit sur un terrain ou pas, ou un partenaire, ça passe pas, ça passe pas. Je vais pas faire exprès ou faire semblant, voilà, ça pèse pas. Et du coup, voilà, moi, on a eu des mauvais rapports, qui fait que je crois que dans l'année, on a dû se parler 2 fois, je sais pas, un truc comme ça. Donc voilà, c'était un peu compliqué. Après voilà, je veux dire, il y a eu des choix de l'entraîneur qui ont été faits, qui n'ont pas arrangé les choses. Maintenant, les choix de l'entraîneur, je les comprends très bien par rapport à ma période à moi. C'est vrai que c'était une période moins bien et le coach a pris la décision qu'il devait prendre. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Je le comprends tout à fait. Mais peut-être que par rapport au fait que ce soit Kevin qui ait pris ma place et qui n'était pas, je veux dire, qu'on n'était pas potes et pas dans le même état d'esprit que moi, on ne peut pas faire à tout le monde non plus, mais qui n'était pas dans le même état d'esprit que le club, ça m'a dérangé. Du coup, voilà, je sais que ça s'est pas super bien passé et tout ça. Et voilà, comme maintenant, après avec Kevin, je veux dire, il n'y a pas de souci, quoi. On s'est jamais, je veux dire, on ne peut pas ne pas s'entendre puisqu'on ne s'est jamais parlé. Donc au moins, comme ça, c'est clair, quoi. Maintenant, après, moi, je veux dire, pour vous dire la vérité, l'année dernière, j'ai contacté Jean-Luc Garcia. Voilà, parce que c'est vrai qu'on était resté en froid. Et j'ai contacté Jean-Luc Garcia pour discuter avec lui et pour m'excuser de mon comportement lors de cette saison-là. Je l'ai contacté, voilà, parce que c'est vrai que j'ai pas eu un comportement professionnel, que ce soit même par rapport à Kevin. J'ai pas eu un comportement professionnel par rapport à Kevin, par rapport au coach. Voilà. Donc je m'étais excusé sur ce point-là. Maintenant, vous savez, j'ai fait les 6 premiers matchs, Kevin a fait les 18 matchs d'après, je crois, au BFR, et moi j'ai fait les 10 derniers.
Donc voilà, on a fait la saison tous les deux et pas de souci. Mais voilà, donc pour vous dire l'histoire, je m'étais excusé auprès du coach par rapport à tout ça. Et voilà, c'est une saison un peu délicate par rapport à tout ça. D'accord. Parce qu'à noter que Kevin Olempa est passé sur la web radio aussi au Ville Lumière il y a quelques mois, enfin quelques semaines. Et là, il joue actuellement en Grèce. Et comment dire, en Grèce, le championnat a été suspendu, il y a beaucoup de problèmes. Donc on lui souhaite beaucoup de courage quand même pour la suite de sa carrière. Parce que oui, bien sûr, moi je ne souhaite pas de... Il n'y a aucun souci, comme je vous dis, c'est un gardien qui a beaucoup de qualité, avec, voilà, il a beaucoup de qualité, ça, il n'y a aucun souci par rapport à ça, c'est-à-dire, ça on ne peut pas le cacher. Après c'est sur un état d'esprit, comme je dis, moi je suis quelqu'un de mantier, et qui fait que j'aime bien, après là, on ne peut pas faire à tout le monde, mais j'aime bien jouer avec des gens avec qui je m'entends bien, quoi. Donc, qui fait que j'étais un petit peu différent, entre guillemets, dans le milieu, que j'ai envie vraiment de retrouver ces valeurs pour être entouré des personnes qui pensent comme moi. Parce que voilà, maintenant Kevin est un très bon gardien et je pense qu'il peut retrouver des beaux projets, quoi. Mais je vous dis, après, c'est des caractères, des personnalités qui ne correspondent pas à moi, mais qui peuvent correspondre à d'autres personnes. Donc il n'y a aucun problème et moi je fais beaucoup de courage aussi, aucun souci par rapport à ça. D'accord. Est-ce que vous avez, pour conclure gentiment, est-ce que vous avez des anecdotes, enfin, pas avec Kevin Olempa, hein, des anecdotes dans votre carrière, dans votre carrière un peu, je sais pas. Des anecdotes, je sais pas, j'ai fait pas spécialement, après ouais, j'en ai une qui me vient, mais bon, c'est un truc, parce que j'en parlais justement avec un ami, c'est par rapport à Domenech, parce que c'est vrai qu'il s'est fait beaucoup tailler, et donc moi, Domenech, c'était mon sélectionneur. Et comme vous m'avez posé la question par rapport à Patrick Evra, je vous permets aussi de parler par rapport à Domenech. Moi c'était dans les années 2000, donc on est loin. Et en fait, tous les scènes dans les années sport, tous les scènes d'entraînement, on faisait des séances de pénalty pour mettre de l'argent. Alors à l'époque, il y avait Thierry Henry, Trezeguet, Landreau, Thierry, tout ça. Et donc des joueurs déjà assez connus à l'époque. Et moi, j'étais dans mon petit club de Martigues et je jouais en national. Donc voilà, j'étais le seul joueur de national qui était en équipe de France Sport. Et on faisait les séances de pénalty la cinématique. C'est-à-dire que le gardien, si moi et Landreau, on prenait plus de 3 pénaltys d'affilée, on mettait 50 francs dans la caisse. Et les joueurs, s'ils rataient le pénalty, ils donnaient 50 francs dans la caisse. Et cette caisse-là nous permettait de payer des t-shirts pour les matchs d'après, c'est-à-dire les matchs France-Hongrie, Espoir, tout ça, pour les matchs d'après, on avait des t-shirts, des trucs. Et donc du coup, moi, à l'époque, j'avais un article, je gagnais rien du tout, j'avais un contrat, j'étais un contrat Espoir. Donc voilà, et j'étais rentré à l'hôtel, j'étais à l'époque à l'anniversaire avec Tristan Ball, on jouait à la console, et on entend taper à la porte, le soir on allait manger, on entend taper, je vais ouvrir, c'est Domenech, et il me dit de venir dans les couloirs. Alors moi j'étais à 200 €, j'étais à 200 € déjà j'avais pas arrêté les pénaltys, j'étais mis au pénalty toute ma carrière, donc voilà, ça changeait pas, et il me dit viens voir tout ça, donc je vais dans le couloir, et il me donne un billet de 200 francs, il me dit tiens, tu mets pas dans la caisse, je sais que t'es pas au même niveau que les autres, tout ça, donc il n'y a pas de souci, ça reste entre nous, tout ça, quoi. Alors j'ai trouvé l'anecdote super parce que par rapport au fait que c'est un petit peu le même style que Evra, quoi. Et qui fait que c'est quelqu'un qui va toujours défendre son groupe, qui va toujours essayer de prendre tous les coups dans la tête pour défendre le groupe, voilà, et c'est ce qui en est ressorti après avec la Coupe du Monde, avec l'équipe de France et tout ça, il a eu un fonctionnement qui était toujours pour défendre les joueurs, pour défendre le truc là. Après, bon, il y a eu avec Anelka, tout ça, on ne pourra jamais savoir, c'est toujours pareil. Mais moi, je me rappelle de ça par rapport au fait que il s'est fait critiquer dans tous les sens, mais moi, je sais que quand j'y étais, il a toujours été, parce que j'ai fait le tournoi de France, le tournoi de Toulon, le Coupe de France Sport, donc pendant 3 semaines, j'étais avec lui, et ça a toujours été quelqu'un, oui, on faisait des réunions tard le soir, des choses comme ça, mais ça a toujours été quelqu'un de droit, de sympa, on avait plein de liberté et tout, mais il fallait être pro sur le terrain, et voilà, donc c'est ce qu'il a voulu, je pense, faire avec la première, mais un peu trop médiatisé et tout ça, qui a fait que ça marché. Donc cette anecdote-là m'a marqué moi par rapport au fait que c'est une personne qui a toujours été droite, sympa avec les joueurs proches, et qui était très humain, et qui voilà, après bon, ça c'est pareil, après c'est comme les bras, hein, pas savoir la suite, le reste, mais moi c'est une anecdote qui m'a marqué. D'accord.
Monsieur Padovani, Voilà. je tenais à vous remercier d'être passé sur la web radio Aux Villes Lumière. C'est très gentil de votre part. Par contre, est-ce que je peux passer juste un petit message? Ah oui, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Ouais, bonjour, merci. Donc, ça fait demain, ça fait tout. Déjà, en passé, comme quoi, je suis devenu depuis quelques jours, avec mon ami Philippe Flukenger, le parrain d'une association pour une petite fille malade, une petite Camille. C'est la petite fille d'un monsieur qui a un cœur énorme, qui s'appelle Christian Musée Gardien. Son compte sur Facebook, c'est Christian Musée Gardien. C'est un monsieur qui œuvre pour les gardiens depuis 40 ans, qui récolte des maillots, des gants, il est là depuis 40 ans. Donc du coup, voilà, qui a un cœur énorme, et c'est sa petite fille en fait qui est malade. Donc du coup, j'ai envie de l'aider et de lui rendre service. Enfin, rendre service, c'est pas rendre service, c'est simplement de mettre en avant cette petite, même s'il y en aurait des dizaines et des dizaines à faire. Voilà, ce monsieur, voilà, et j'ai été parrain de cette association, et on est en train, voilà, justement, avec mon ami Grégory, et Philippe, et Bruno Valanconi, et Stéphane Porato, tout ça, d'essayer d'organiser, alors c'est des prémices, mais pour mai 2016, un beau rassemblement, que ce soit pour l'association ou pour Christian, un rassemblement de beaucoup de gardiens, pro, anciens pro, ex-pro, nouveaux pro, gardiens, pro, toute génération confondue, pour faire une grande journée, un match, une grosse journée pour rendre hommage à ce monsieur et pour aider la petite Candy. Voilà, donc ça, bon, c'est pour mai 2016, donc on a le temps, mais j'avais envie d'en parler déjà pour donner envie et essayer de faire passer le mot aussi. Et autre chose, c'est mon ami Grégory de Porto Vecchio qui œuvre beaucoup pour moi aussi en ce moment par rapport à plein de choses et qui organise un match le 30 mai pour une association aussi d'une petite malade qui fait venir l'OM Star Club et une sélection corse. Le 30 mai à Porto Vecchio, il y aura un match donc pour une petite malade, pour une petite romane un pas après l'autre, qui organise tout ça, et voilà, j'ai envie aussi de le mettre en avant par rapport à ça, parce que monter des matchs comme ça, faire des choses comme ça, on pense que c'est facile, mais c'est très compliqué. Et c'est des personnes qui n'ont rien à gagner dans tout ça, mais voilà, donc je parle pour lui, mais je parle aussi pour tous les dizaines et les centaines de personnes qui me contactent, que ce soit Monsieur Le Goff, des personnes sur Facebook, ça, qui me contactent, qui fait que j'ai beaucoup de boulot. Et pour y aller, il faut y participer, et l'entrée coûte 10 €, mais au moins, ça fait plaisir à tout le monde, et ça aide ma famille, et tout ça. Donc, je parle de mon ami de Porto Vecchio, mais je parle aussi de toutes les personnes qui rejoignent un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, par rapport à un état d'esprit, à des valeurs. Donc voilà, on va passer une bonne journée, mais il faut aussi comprendre que voilà, si nous, pro, anciens pro, nouveaux pro, on peut aider dans tout ça, il faut le faire. Parce qu'il y a des gens derrière qui se lèvent le cul et qui économisent des années, des mois pour avoir un maillot, pour ci, pour ça, et donc du coup il faut respecter tout ça, et il faut le comprendre. Donc voilà. D'accord. Bah, notez que la page Facebook, en fait, elle sera partagée sur la page Ville Lumière, et on fera aussi un article sur le site de la web radio pour aussi promouvoir l'événement, et ce sera très intéressant pour les supporters aussi du PSG, voilà, de tous les supporters aussi, hein, même de Marseille, de Paris. Non, mais il n'y a pas de... Je veux dire, le foot, après, voilà, on a ces clubs, on a ces sites-là, ça part dans des proportions idiotes, après il ne faut pas rentrer là-dedans, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais moi je prends pour du foot, voilà, je suis marseillais, donc j'aime bien chambrer, il n'y a aucun problème par rapport à ça, mais voilà, ça reste dans les règles, dans les trucs, dire, on peut rigoler avec tout le monde et s'amuser, il n'y a pas de problème, quoi. D'accord. Et à noter que lundi nous aurons un joueur de Dunkerque handball, il s'appelle Benjamin Avgour, donc merci d'avoir accepté l'invitation aussi. Je ne sais pas si la page Facebook de Dunkerque va partager aussi l'événement. Donc voilà. Merci beaucoup Monsieur Padovani. Merci. Et à très bientôt sur la web radio Ville Lumière. À bientôt. Ok, très bien, merci. Par contre, là je suis plus en direct en fait. Ouais, comme ça on peut parler. Okay, ça a été, non? Ça a été?